renvoyer, tu sais. Crois-moi, je suis spécialiste dans la matière. Et après, si nous échouons, de toute façon, il n'y aura plus de colonies. Oui, mais tu as promis à Chiron. J'ai promis que je te protégerai du danger. La seule façon dont je puisse le faire, c'est en t'accompagnant. Tyson peut rester et leur expliquer. Je veux venir, a interrompu Tyson. Non, la voix d'Annabeth frôlait la panique. Je veux dire enfin. Percy, tu sais bien que c'est impossible. Une fois de plus, je me suis demandé ce qu'elle avait contre les cyclopes. Elle me cachait quelque chose. Tyson et elle m'ont tous les deux regardé, attendant ma réponse. Pendant ce temps, le bateau de croisière s'éloignait. Le problème, c'était qu'une partie de moi n'avait pas envie que Tyson vienne. J'avais passé les 3 derniers jours en son étroite compagnie, subissant les colibés des autres pensionnaires qui me faisaient honte 1000 fois par jour. Il ne me laissait pas oublier un seul instant que j'avais un lien de parenté avec Tyson. J'avais besoin d'air. En plus, je ne voyais pas comment il pourrait nous aider, ni comment je pourrais le protéger. Certes, Tyson était fort, mais pour un cyclope, c'était l'équivalent d'un enfant d'un âge de 7 ou 8 ans. Je l'imaginais paniquant ou se mettant à pleurnicher au moment où nous essayerions de nous faufiler en douce derrière un monstre. Il nous ferait tuer. D'un autre côté, les cris des harpies se rapprochaient. Nous ne pouvons pas le laisser, ai-je tranché. Tantale le punirait pour notre départ. Percy, a dit Annabeth, en s'efforçant de garder son calme. Nous allons aller à l'île de Polyphème. Polyphème est un S-I-K-1-C-Y-C. Elle a tapé du pied avec un énervement. Malgré toute son intelligence, Annabeth était dyslexique elle aussi. Nous pouvions passer la nuit à attendre qu'elle épelle correctement Cyclope. Tu vois ce que je veux dire? J'ai insisté. Tyson peut venir s'il veut. Je veux, a insisté Tyson en battant des mains. Annabeth m'a fusillé du regard, mais je crois qu'elle avait compris que je ne changerais pas d'avis. Ou peut-être savait-elle seulement que nous n'avions pas le temps de discuter. Très bien, a-t-elle dit. Comment rejoignons-nous ce bateau? Hermès a dit que mon père nous aiderait. Alors, cervelle d'algue, qu'est-ce que tu attends? J'avais toujours du mal à faire appel à mon père, ou à le prier, comme vous voudrez. Néanmoins, je me suis avancé dans les vagues. Papa, je commençais. Comment ça va? Percy, a chuchoté Annabeth, on est pressé. Nous avons besoin de ton aide, ai-je poursuivi, d'une voix un peu plus forte. Nous avons besoin de rejoindre ce bateau en vitesse. Par exemple, avant de nous faire dévorer, alors, au début, il ne s'est rien passé. Les vagues ont continué de s'écraser sur la grève. Les harpies, à en juger par la proximité de leurs cris, étaient juste derrière les dunes. Et puis, à une centaine de mètres au large, 3 lignes blanches se sont dessinées à la surface des flots. Elles se sont rapprochées à vive allure du rivage, striant l'océan comme des coups de griffes. Quand elles sont arrivées tout près de la plage, la surface de l'eau s'est fendue et les têtes de 3 étalons blancs ont surgi des vagues. Tyson a octé de surprise. Des aides à poissons, s'est-il écrié. Il avait raison. Les créatures se sont hissées sur le sable et j'ai vu que seule leur face antérieure était chevaline. Elles avaient toutes des dos de poisson couverts d'écailles argentées et brillantes avec des nageoires caudales multicolores. Des hippocampes, a dit Annabeth, comme ils sont beaux. Le plus proche a henni avec reconnaissance et frotté son museau contre Annabeth. Nous les admirerons plus tard, ai-je lancé. Allons-y. Les voilà, a crié une voix stridente derrière nous. Des vilains enfants qui sont sortis de leur bungalow. Chouette, c'est l'heure du goûter des harpies. 5 d'entre elles franchissaient la crête des dunes en battant des ailes. Imaginez des
des espèces de mégères, rondouillettes et courtes sur pattes, au visage renfrogné, dotés de griffes et d'ailes, parcheminées qui semblaient trop petites pour leur corps. Elles me faisaient penser à des employés du réfectoire miniature croisés avec des autruches. Elles n'étaient pas rapides, louées en soi les dieux, mais elles étaient mauvaises. Et si elles vous attrapaient? Tyson, ai-je dit, prends un sac. Il regardait toujours les hippocampes, bouche bée. Tyson, dépêche-toi. Avec l'aide d'Annabeth, je l'ai tiré de son hébétude. Nous avons rassemblé les sacs et se monté sur nos coursiers. Poséidon devait savoir que Tyson serait parmi les passagers, car l'un des hippocampes était bien plus grand que les deux autres. Juste le bon gabarit pour transporter un cyclope. Je criai et mon hippocampe a fait volte-face et plongé dans les vagues. Ceux d'Annabeth et de Tyson lui ont emboîté le pas. Les harpies ont déboulé sur la plage, en jurant et pestant, exhortant leurs côtés à revenir. Mais les hippocampes filaient sur l'eau comme des scooters des mers. Nous avons vite distancé les harpies et, en quelques instants, la plage de la colonie des sans-mêlés s'est réduite à une masse sombre derrière nous. Je me suis demandé si je la reverrais jamais. Mais, pour l'heure, j'avais d'autres soucis. La paroi du bateau se dressait maintenant à une courte distance. C'était lui qui nous conduirait en Floride et à la mer des monstres. Monter à dos d'hippocampe était encore plus facile qu'à dos de Pégase. Nous filions comme des flèches, le visage fouetté par le vent, fendant les vagues avec une telle souplesse que je n'avais pratiquement pas besoin de m'accrocher quand nous nous sommes arrivés devant le bateau. J'ai réalisé à quel point il était gigantesque. C'était comme si j'étais au pied d'un gratte-ciel de New York. La coque blanche se dressait sur au moins 10 étages, surmontée par 12 niveaux supplémentaires de ponts, aux balcons et hublots puissamment éclairés. Le nom du paquebot s'étalait en lettres noires, juste au-dessus de la ligne de flottaison. Illuminé par un projecteur, il m'a fallu quelques secondes pour le déchiffrer. Princesse Andromède. Une immense figure de proue ornait l'avant du bateau, la statue d'une femme haute de 3 étages, vêtue d'une tunique blanche, drapée, sculptée de façon à donner l'impression qu'elle était enchaînée à la proue. Elle était jeune et belle, ses cheveux flottaient sur ses épaules, mais son visage exprimait la terreur absolue. Pourquoi une princesse hurlante figurait-elle à la proue d'un bateau? Pour vacancier, voilà un point qui m'échappait totalement. Je me suis souvenu du mythe d'Andromède, enchaîné à un rocher par ses propres parents, en sacrifice à un monstre marin. Peut-être qu'elle avait eu trop de F dans son carnet de notes. Toujours est-il que Persée, mon homonyme, l'avait sauvée, in extremis, pétrifiant le monstre marin grâce à la tête de Méduse. Ce Persée-là gagnait toujours. C'était pour cette raison que ma mère m'avait donné son nom, bien que ce soit un fils de Zeus et non de Poséidon. Le Persée d'origine était un des rares héros grecs à avoir bénéficié d'une fin heureuse. Tous les autres mouraient trahis, mutilés, déchiquetés, empoisonnés ou maudits par les dieux. Ma mère espérait que j'hériterais de la chance de Persée. La façon dont ma vie s'était déroulée jusqu'à présent ne me rendait pas très optimiste pourtant. Comment allons-nous monter à bord? A demandé Annabeth, en criant pour couvrir le bruit des vagues. Mais les hippocampes semblaient avoir compris ce que nous voulions. Ils ont longé le paquebot par tribord, en franchissant sans difficulté son énorme sillage, et se sont arrêtés devant une échelle fixée à la coque. À toi l'honneur, ai-je dit à Annabeth. Elle a jeté son sac marin sur son épaule et attrapé le barreau du bas à 2 mains. Son hippocampe a alors poussé un hennissement d'adieu et piqué vers les profondeurs. Annabeth s'est mise à grimper. Je l'ai laissé prendre quelques barreaux d'avance, puis je l'ai suivi. Il ne restait que Tyson dans l'eau. Son hippocampe
Arc-en-ciel m'a-t-il demandé, le visage soudain grave. Arc-en-ciel, ai-je répété en regardant Tyson d'un œil interrogatoire. L'hippocampe a henni, comme pour dire que son nouveau nom lui plaisait. Il faut qu'on y aille, ai-je dit. Arc-en-ciel ne peut pas grimper aux échelles. Tyson a reniflé. Il a enfoui le visage dans la crinière de l'hippocampe en murmurant « Tu vas me manquer, Arc-en-ciel ». L'hippocampe a émis un son qui avait tout d'un sanglot. « Peut-être qu'on le reverra un jour, ai-je suggéré. »« Oh oui, s'il te plaît !» s'est écrié Tyson, immédiatement réconforté. « Demain !» Je n'ai rien promis, mais j'ai fini par convaincre Tyson de faire ses adieux à son monture, et d'empoigner l'échelle. Avec un dernier hennissement triste, Arc-en-ciel l'hippocampe a exécuté un flip arrière et plongé dans les vagues. L'échelle menait à un pont de service couvert de piles de canaux de sauvetage jaunes. Il y avait 2 jeux de portes battantes fermées à clé, qu'Annabeth est parvenue à ouvrir avec son couteau et une bonne dose de juron en grec ancien. Je croyais que nous allions devoir faire preuve d'une très grande discrétion, étant passagers clandestins, mais après avoir exploré un certain nombre de couloirs et risqué un coup d'œil du haut d'un balcon pour découvrir une immense galerie centrale bordée de boutiques fermées, je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne à bord. Certes, on était en pleine nuit, mais nous avions parcouru la moitié du bateau sans croiser âme qui vive. Nous étions passés devant 40 ou 50 cabines sans entendre le moindre son derrière les portes. C'est un vaisseau fantôme, et je murmurais. Non, a dit Tyson, en tripotant la bandoulière de son sac marin. Sans mauvais. Je ne sens rien, a rétorqué Annabeth, en fronçant les sourcils. Les cyclopes sont comme les satyres, j'expliquais. Ils sentent l'odeur des monstres, c'est exact, Tyson. Il a acquisé d'un mouvement de tête, l'air inquiet. À présent que nous avions quitté la colonie des sans-mêlés, la brume transformait de nouveau son visage, sauf à me concentrer très fort. Je le voyais avec 2 yeux au lieu d'un seul. D'accord, a dit Annabeth. Alors, qu'est-ce que tu sens comme odeur au juste? Quelque chose de mal, a répondu Tyson. Super, a râlé Annabeth. On est bien avancé. Nous sommes sortis au niveau où se trouvait la piscine. Il y avait des rangées de chaises longues et un bar condamné par un rideau métallique. L'eau du bassin, secouée par le roulis, luisait d'un éclat sinistre. Au-dessus de nous, tout le long du paquebot, se trouvaient d'autres niveaux, un mur d'escalade, un terrain de golf, un restaurant, mais aucun signe de vie nulle part. Pourtant, je percevais quelque chose qui m'était familier, quelque chose de dangereux. Je sentais que j'aurais pu mettre le doigt sur ce qui clochait si je n'avais pas été aussi épuisé et vidé par la tension de cette longue nuit. Il nous faut une cachette, ai-je dit, un endroit où dormir en toute sécurité. Dormir, a acquiescé Annabeth d'une voix fatiguée. Après avoir exploré plusieurs autres couloirs, nous avons fini par tomber sur une suite au 8e niveau. La porte était ouverte, ce qui m'a paru bizarre. Une corbeille de confiserie trônait sur la table centrale. Une bouteille de cidre rafraîchissait dans un seau à glace sur la table de chevet. Et, sur l'oreiller, il y avait un chocolat à la menthe accompagné d'un bistrol rédigé à la main disant « Bienvenue à bord ». Nous avons ouvert nos sacs pour la première fois et constaté qu'Hermès avait vraiment pensé à tout. Vêtements de rechange, affaires de toilette, rations alimentaires, une pochette plastique, pleine de billets de banque et un porte-monnaie en cuir, plein de drachmes d'or. Il était même arrivé à loger la toile grillée, cirée de Tyson, avec ses outils et ses bouts de métal, ainsi que la casquette d'invisibilité d'Annabeth, ce qui les a beaucoup réconfortés tous les deux. Je vais m'installer dans la cabine d'à côté, a dit Annabeth. Ne buvez rien et ne mangez rien, les garçons. Tu penses que ce bateau est ensorcelé? Je ne sais pas, a-t-elle répondu, en fronçant les sourcils. Il
avons fermé nos portes à clé. Tyson s'est écroulé sur le canapé. Il a bidouillé quelques minutes sur son projet, qu'il refusait toujours de me montrer. Mais il n'a pas tardé à bâiller. Il a replié sa toile cirée et sombré dans le sommeil. Je me suis allongé sur le lit et je regardais par le hublot. Il m'a semblé entendre des voix dans le couloir, des sortes de murmures, mais je savais que c'était impossible. Nous avions parcouru le paquebot en long et en large sans voir personne. Sans voir personne. Pourtant, les voix m'empêchaient de dormir. Elles me rappelaient mon voyage aux enfers, les murmures qu'on surprenait quand on croisait les esprits des morts. Pour finir, la fatigue l'a emporté. Je me suis endormi, et le rêve que j'ai fait était encore pire que les précédents. J'étais debout dans une grotte, au bord d'une fosse gigantesque. Je ne connaissais les lieux que trop bien, l'entrée du Tartare, et je reconnaissais aussi le rire froid qui montait des profondeurs obscures du gouffre. Mais c'est notre jeune héros. La voix faisait penser au son d'une lame de couteau crissant contre la pierre. En route pour une nouvelle grande victoire. Je voulais crier à Chronos de me laisser tranquille. Je voulais dégainer Turbulence et le frapper, mais j'étais incapable de bouger. Et même si j'avais pu, comment tuer un être qui l'a déjà été, qu'on a mis en pièces et précipité dans les ténèbres éternelles. Je ne voudrais pas te décourager, a dit le titan, mais peut-être que cette fois-ci, lorsque tu échoueras, tu te demanderas si ça vaut le coup de trimer comme un esclave pour les dieux. Comment ton père a-t-il exprimé sa reconnaissance dernièrement au juste? Son rire a rempli la grotte. Et tout d'un coup, le décor a changé. C'était une autre caverne, la prison de Grover, dans le repère du cyclope. Grover était assis devant le médiatisé dans sa robe de mariée tachée, défaisant fébrilement la trame de sa traîne inachevée. Ma pupus en sucre, a crié le monstre derrière le rocher. Avec un glapissement, Grover s'est mis à retisser ce qu'il avait défait. L'intérieur de la grotte a tremblé quand le rocher s'est écarté. Un cyclope est apparu dans l'embrasure, si gigantesque que Tyson aurait eu l'air d'un gnome en comparaison. Il avait des dents jaunes et pointues, et ses grosses mains noueuses étaient aussi grandes que moi. Il portait un t-shirt violet délavé avec l'inscription « Foire du mouton 2001 ». Il devait mesurer au moins 4,50 m, mais le plus frappant chez lui, c'était son énorme œil d'un blond laiteux, opacifié par la cataracte. S'il n'était pas totalement aveugle, il s'en fallait sans doute de peu. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» a demandé le monstre. « Rien, » a répondu Grover de sa voix de fossé. « Je tisse la traîne de ma robe de mariée. Comme tu peux voir. » Le cyclope a plongé un bras à l'intérieur de la caverne et cherché le métier à tâtons. Sa main s'est posée sur le tissage. Elle ne s'est pas allongée du tout. « Mais si, bien sûr, mon chéri, regarde. J'ai ajouté au moins 3 centimètres. » Trop de retard, a rugi le monstre qui s'est mis à renifler l'air du sang. Tu sens bon? Tu sens la chèvre? Oh! Grover s'est forcé à glousser doucement. Mon parfum te plaît? C'est au haut de chèvre. Je le porte rien que pour toi. Miam, a fait le cyclope, en découvrant ses dents pointues. On en mangerait. Oh, quel coquin! Plus de délai. Mais chérie, je n'ai pas fini. Demain. Non, non, encore 10 jours. 5. Oh bon, disons 7, si tu insistes. 7, c'est moins que 5, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Le monstre a grogné, vaguement mécontent du marché conclu. Mais il a laissé Grover à son tissage et remis le rocher en place. Grover, tout tremblotant, a fermé les yeux et respiré à fond pour essayer de calmer ses nerfs. Dépêche-toi, Percy, a-t-il marmonné, je t'en prie. J'ai été réveillé par une sirène de bateau, suivie d'une voix dans l'interphone, celle d'un type à l'accent australien
passagers. Nous allons passer toute la journée en mer, aujourd'hui. Temps idéal pour la Mambo Party, au bord de la piscine. N'oubliez pas le tirage de la loterie au salon du Kraken à 13 h, avec son gros lot d'1 million de dollars. Et, pour nos invités spéciaux, cours des tripages sur la promenade. Je me suis redressé dans mon lit. Qu'est-ce qu'il a dit? Tyson a grogné. Il était encore à moitié endormi, allongé à plat ventre sur le canapé, et ses pieds dépassaient tellement du bout qu'il entrait dans la salle de bain. L'homme joyeux a dit « Cours de triage ». J'espérais qu'il avait raison, mais à ce moment-là, on a frappé vigoureusement à la porte intérieure de la suite, et Annabeth a pointé la tête dans l'embrasure, ses cheveux blonds en pétard. Cours d'étripage. Une fois habillés, nous nous sommes risqués hors de la suite, et à notre grande surprise, nous avons vu des gens, une dizaine de personnes âgées, se diriger vers la salle à manger. Un père amenait ses enfants à la piscine pour un bain matinal. Des membres d'équipage en impeccable uniforme blanc parcouraient le pont, en saluant d'un coup de béret à pompon les passagers qu'ils croisaient. Personne ne nous a demandé qui nous étions. Personne n'a fait attention à nous plus que ça. Mais quelque chose clochait. Quand la famille des nageurs est passée à notre hauteur, nous avons surpris des bribes de leur conversation. Nous sommes en croisière, a dit le père et ses fils. Nous nous amusons. Oui, ont répondu les trois fils, en chœur, le regard vide. On rigole comme des fous, on va nager dans la piscine. Un peu plus loin, nous avons croisé un matelot aux yeux vitreux. Bonjour, nous a-t-il dit. Nous passons tous du bon temps à bord du Princesse Andromède. Bonne journée. Sur ces mots, il s'est éloigné. Percy, c'est bizarre, a chuchoté Annabeth, on dirait qu'ils sont tous en transe. Nous sommes passés devant une cafétéria, et c'est alors que nous avons vu notre premier monstre. C'était un chien des enfers, un dog noir qui avait les pattes avant sur le buffet et la truffe enfouie dans les œufs brouillés. Il devait être encore jeune, car il était petit, comparé à la plupart de ses congénères, pas plus grand qu'un grizzly. Mon sang s'est quand même glacé dans mes veines. J'avais failli être tué par un chien des enfers une fois. Fait très étrange, un homme et une femme d'une cinquantaine d'années faisaient la queue derrière le chien maléfique, attendant patiemment leur tour pour se servir des œufs. Visiblement, rien ne leur semblait sortir de l'ordinaire. J'ai plus faim, a murmuré Tyson. Avant qu'Annabeth et moi ayons pu répondre, une voix reptilienne a persiflé dans le couloir. 6 nouveaux sont venus hier. Annabeth a pointé d'un geste frénétique la cachette la plus proche, les toilettes pour femmes, et nous y sommes engouffrés tous les trois. J'étais trop horrifié pour songer à être embarrassé. Quelque chose arrampait devant la porte des toilettes, plus exactement, quelque chose, avec des jointements qui faisaient penser à du papier de verre frottant contre de la moquette. Oui, a dit, une seconde, voix reptilienne, il sait les attirer, bientôt nous serons forts. Les créatures ont disparu dans la cafétéria avec un sifflement froid qui était peut-être un rire de serpent. Annabeth m'a regardé. Il faut qu'on fiche le camp d'ici. Parce que tu crois que j'ai envie de m'attarder dans les toilettes des filles. Je parle du bateau, Percy. Il faut qu'on quitte ce bateau. Sans mauvais. Ah, qui c'est Tyson. Et les chiens mangent tous les œufs. Annabeth a raison. Il faut qu'on quitte les toilettes et le bateau. J'ai frissonné. Si Annabeth et Tyson tombaient vraiment d'accord sur un point, j'avais intérêt à les écouter. C'est alors que j'ai entendu une autre voix dans le couloir, une voix qui m'a glacé encore plus que ne pourrait le faire celle de n'importe quel monstre. Qu'une question de temps. Arrête de me harceler, Agrios. C'était Luc. Pas l'ombre d'un doute. Sa voix était gravée dans ma mémoire. Je ne te harcèle pas, a grommelé une autre voix masculine, plus grave et encore plus courroucée que
Ça va marcher, a interrompu sèchement Luc. Ils vont mordre à l'hameçon. Maintenant viens, nous devons aller à la suite de l'amirauté pour veiller sur le cercueil. Leurs voix se sont éteintes le long du couloir. On s'en va, a gémi Tyson. Annabeth et moi avons échangé un regard sans prononcer un mot. Nous ne pouvons pas, ai-je dit à Tyson. Nous devons découvrir ce que trame Luc, a renchéri Annabeth, et, si possible, nous devons le capturer, l'enchaîner et le traîner au mont Olympe. Et voilà, c'est la fin du chapitre 8. Chapitre 9. La pire réunion de famille de toute ma vie. Annabeth s'est portée volontaire parce qu'elle avait sa casquette d'invisibilité, mais je l'ai convaincue que c'était trop dangereux. Soit nous y allions tous ensemble, soit personne n'y allait. Personne, a voté Tyson, s'il vous plaît. Pour finir, bien sûr, il est venu avec nous en rongeant nerveusement ses ongles énormes. Nous nous sommes arrêtés à notre cabine le temps de récupérer nos affaires. Quoi qu'il arrive, nous n'étions pas disposés à passer une nuit de plus à bord du paquebot fantôme. Et tant pis pour le gros lot d'1 million de dollars, j'ai vérifié que Turbulence était dans ma poche, et les vitamines et le thermos d'Hermès dans mon sac. Sur le dessus de mes affaires, je ne voulais pas que Tyson se charge de tous les bagages, mais il a insisté et Annabeth m'a dit de ne pas m'en faire. Tyson pouvait porter 3 sacs marins en bandoulière aussi facilement que moi. Un sac à dos. Nous nous sommes faufilés le long des couloirs en suivant les panneaux qui indiquaient la suite de l'amirauté. Annabeth avançait en éclaireur, dissimulée par sa casquette d'invisibilité. Nous nous cachions chaque fois que quelqu'un venait, mais la plupart des gens que nous avons croisés étaient des zombies au regard vitreux. Alors que nous émergions de l'escalier menant au pont 13, où la suite de l'amirauté était censée se trouver, Annabeth a chuchoté « Cachez-vous » tout en nous poussant dans un placard à balai. J'ai entendu 2 garçons qui avançaient dans le couloir. « Tu as vu le dragon d'Éthiopie dans la soute ?» a demandé l'un d'eux. « Ouais » a répondu l'autre en riant, « il est géant. » Annabeth, toujours invisible, m'a serré le bras très fort. La deuxième voix me disait quelque chose. « Il paraît qu'il y a deux nouvelles recrues, » a repris cette voix familière. « Je te dis pas, mon pote, s'il continue d'arriver à ce rythme, c'est gagné. » Les voix se sont éloignées le long du couloir. C'est Chris Rodriguez. Annabeth a retiré sa casquette et elle est redevenue visible. Tu te souviens de lui, du Bungalow 11? Je me souvenais vaguement de Chris. En effet, depuis l'été dernier, il faisait partie de ces pensionnaires indéterminés qui restaient en rade dans le bungalow d'Hermès parce que leurs parents olympiens, père ou mère, ne les revendiquaient jamais. En y repensant, je me suis rendu compte que je n'avais pas encore vu Chris à la colonie cet été. Que fabrique un autre sang mêlé ici? Je demandais. Annabeth a secoué la tête, visiblement troublée. Nous nous sommes engagés dans le couloir. Je n'avais plus besoin de garde pour savoir que je me rapprochais de Luc. Je percevais quelque chose de froid et de désagréable, la présence du mal. Percy, regarde. Annabeth avait pilé net devant un mur de verre dominant le canyon de plusieurs étages qui traversait le paquebot. Tout en bas se trouvait la promenade, une galerie de boutiques, mais ce n'était pas ce qui avait retenu son attention. Un groupe de monstres était rassemblé devant la confiserie, une douzaine de géants, les strigons, comme ceux qui m'avaient attaqué avec des ballons, de chiens des enfers et quelques créatures encore plus bizarres, des humanoïdes femelles dotés d'une double queue de serpent à la place des jambes. Des scythes à queue de serpent, a murmuré Annabeth, des femmes dragons. Les monstres formaient un demi-cercle autour d'un jeune homme en armure grecque qui pourfendait un mannequin de paille. Une boule s'est formée dans ma gorge quand j'ai vu que le mannequin portait le t-shirt orange de la colonie des Sans-Mêlés.
Sous nos yeux, le garçon à l'armure a planté son épée dans le ventre du mannequin et remonté la lame. Une gerbe de paille s'est échappée du corps éventré et les monstres se sont tous mis à applaudir en poussant des cris de triomphe. Annabeth s'est écartée de la paroi de verre. Elle était livide. Venez, ai-je lancé en m'efforçant de paraître plus courageux que je ne l'étais. Nous devons trouver Luc, et le plus vite sera le mieux. Le couloir se terminait sur une porte en chêne à 2 battants qui paraissait desservir une pièce importante. À une dizaine de mètres de la porte, Tyson s'est arrêté. Des voix à l'intérieur, a-t-il dit. Tu arrives à entendre si loin, lui ai-je demandé. Tyson a fermé l'œil, comme s'il faisait un gros effort de concentration. Puis, d'une voix plus rauque, qui imitait celle de Luc, il a répété. La prophétie nous-mêmes. Ces imbéciles ne sauront plus à quel saint se vouer. Avant que j'aie pu réagir, la voix de Tyson a changé de nouveau, pour devenir plus grave et plus bourrue, comme celle du type que nous avions entendu parler avec Luc devant la cafétéria. Tu crois vraiment que le vieux cavalier est parti pour de bon? Tyson a ri du rire de Luc. Ils ne lui font pas confiance, pas avec tous les squelettes qu'il a dans son placard. L'empoisonnement de l'arbre était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Annabeth a frissonné. Arrête Tyson, comment tu fais? Tu me donnes la chair de poule. Tyson a rouvert l'œil, l'air étonné. J'écoute, c'est tout. Continue, l'ai-je encouragé. Que disent-ils d'autre? Tyson a refermé l'œil. Chut, a-t-il murmuré de la voix de l'homme bourru, puis de la voix de Luc. Tu es sûr? Oui, a fait Tyson en prenant la voix bourrue. Juste dehors. J'ai compris trop tard ce qui se passait. À peine ai-je eu le temps de dire courez que les doubles portes de la cabine de réception se sont ouvertes, livrant passage à la Luc, flanquée de 2 géants poilus qui ont aussitôt braqué leurs javelots à pointe de bronze sur nos poitrines. Eh bien, à qui donc avons-nous l'honneur? S'est écrié Luc, avec un sourire en biais. Mes 2 cousins préférés, entrez donc. La cabine de réception était à la fois somptueuse et horrible. Pour la partie somptueuse, d'immenses fenêtres qui épousaient l'arrondi de la coque. Au fond de la salle, donnant sur la poupe du bateau, le vert de l'océan et le bleu du ciel à perte de vue, un tapis perçant au sol, 2 canapés moelleux qui occupaient le centre de la pièce, un lit à baldaquin dans un coin, une grande table d'acajou. Dans l'autre, la table était couverte de nourriture et de boissons. Des pizzas, des sodas et une pile de sandwichs au roast beef sur un plateau d'argent. Pour la partie horrible, sur une estrade tendue de velours, au fond de la pièce, reposait un cercueil doré de 3 mètres de long. C'était un sarcophage aux parois gravées de scènes de la Grèce antique montrant des villes en proie aux flammes et des héros périssant de morts abominables. Malgré la lumière du soleil qui entrait à flot par les fenêtres, le cercueil glaçait toute la pièce. Alors, a dit Luc, en ouvrant fièrement les bras, ça a plus de gueule que le bungalow 11, vous ne trouvez pas? Luc avait changé depuis l'été dernier. Il avait troqué bermuda et t-shirt contre un pantalon de toile, une chemise et des mocassins de cuir. Ses cheveux blonds cendrés, jadis toujours en bataille, étaient coupés courts. Il avait l'air d'un mannequin maléfique faisant admirer une des dernières tenues, à la mode pour sale type rangé de Harvard. Il avait toujours sa cicatrice sous l'œil, une ligne blanche en zigzag, souvenir d'un combat avec un dragon, et perfide. Son épée magique était calée entre un canapé, luisant de l'étrange éclat de sa lame moitié acier, moitié bronze céleste, qui pouvait tuer des mortels aussi bien que des monstres. Asseyez-vous, nous a-t-il ordonné. Il avait un geste de la main et 3 chaises enfilées se plaçaient au milieu de la pièce. Aucun de nous ne s'est assis. Les immenses amis de Luc pointaient toujours leurs javelots sur nous. Ils avaient l'air de jumeaux.
faisaient dans les 2,50 m et ne portaient que des blue jeans, probablement car leur torse énorme était déjà tapissé d'une fourrure brune et épaisse comme de la moquette. Il avait des griffes en guise d'ongles et des pattes en guise de pieds. Leur nez ressemblait à des museaux et leurs dents étaient toutes des canines pointues. J'oublie mes bonnes manières, s'écriait Luc d'une voix onctueuse. Je vous présente mes assistants, Agrio et Orio. Peut-être avez-vous entendu parler d'eux? Je n'ai pas répondu, malgré leur javelot pointé sur mon torse. Ce n'étaient pas les jumeaux ours qui me faisaient peur. Depuis que Luc avait tenté de me tuer l'été dernier, j'avais imaginé à maintes reprises notre prochaine rencontre. Je m'étais vu lui tenant tête avec courage, le provoquant en duel. Or, maintenant que nous étions face à face, j'avais du mal à empêcher mes mains de trembler. Vous ne connaissez pas l'histoire d'Agrios et d'Orios, a repris Luc. Leur mère, en vérité, c'est une histoire triste. Aphrodite a ordonné à cette jeune femme de tomber amoureuse. Elle a refusé et courut demander de l'aide à Artémis qui en a fait une de ses chasseresses. Mais Aphrodite s'est vengée. Elle a jeté à la jeune femme un sort qui l'a fait tomber amoureuse d'un ours. Lorsque Artémis a découvert ce qui s'était passé, elle a été prise de dégoût et a abandonné la vie. Typique des dieux, vous ne trouvez pas? Ils se battent entre eux. Et ce sont les pauvres humains qui en font les frais. Les jumeaux de la jeune femme, Agrios et Orios, que voici, ne portent pas l'Olympe dans leur cœur. En revanche, ils aiment bien les sang mêlés. À la crococelle, a grondé Agrios de sa voix bourrue. C'était lui que j'avais entendu parler avec Luc devant la cafétéria. Hi, a fait son frère Orios, en se pourléchant les babines qu'il avait bordées de fourrure. Il a continué de glousser comme s'il était en proie à une crise d'asthme, jusqu'au moment où Agrios et Luc l'ont tous les deux toisé d'un regard glacial. Ferme-la, imbécile, a grogné Agrios. Va te punir. Orios a gémi. Il s'est traîné à pas lourd dans le coin de la pièce, s'est laissé tomber sur un tabouret et s'est mis à se cogner le front contre la table, faisant tenter la vaisselle d'argent. Luc se comportait comme si c'était parfaitement normal. Il s'est assis confortablement sur le canapé en posant ses pieds sur la table basse. Alors Percy, a-t-il dit, nous t'avons laissé survivre un an de plus, j'espère que tu apprécies. Comment va ta maman? Et l'école? C'est toi qui as empoisonné l'arbre de Thalia. Luc a poussé un soupir. Tu vas en venir au fait? Ok, oui bien sûr, j'ai empoisonné l'arbre. Et alors? Comment as-tu pu? A lâché Annabeth avec tant de colère dans la voix que je crus qu'elle allait exploser. Thalia t'a sauvé la vie. Elle nous a sauvé la vie, à tous les trois. Comment as-tu pu la déshonorer? Je ne l'ai pas déshonorée, ce sont les dieux qui l'ont déshonorée, Annabeth. Si Thalia était vivante, elle serait de mon côté. Menteur. Si tu savais ce qui se prépare, tu comprendrais. Je comprends que tu veux détruire la colonie. Tu es un monstre. Luc a secoué la tête. Les dieux t'ont aveuglé. Ne peux-tu pas imaginer un monde sans eux, Annabeth? À quoi sert cette histoire antique que tu étudies? 3000 ans de bagages. L'Occident est pourri jusqu'au trognon. Il faut le détruire. Viens de mon côté. Nous pourrons reconstruire le monde. Nous avons besoin de ton intelligence, Annabeth. Parce que tu n'as aucune toi-même. Luc a plissé les yeux. Je te connais, Annabeth. Tu mérites autre chose que cette quête sans espoir pour sauver la colonie. La colline des emmêlés sera envahie de monstres d'ici à la fin du mois. Les survivants n'auront d'autre alternative que de se joindre à nous, ou de se voir traquer et tuer jusqu'au dernier. Veux-tu vraiment rester dans une équipe perdante en ce genre de compagnie? Sur ces mots, Luc a montré Tyson du doigt. Et me suis-je exclamé, voyais-je avec un cyclope, et tu parles de déshonorer la mémoire de Thalia. Tu m'étonnes. Annabeth, toi, entre tous, tais-toi, a crié Annabeth. Je ne comprenais pas de quoi Luc parlait,
Mais Annabeth a enfoui le visage dans ses mains comme si elle allait pleurer. Laisse-la tranquille, ai-je dit. Elle ne mêle pas Tyson à cette histoire. Ah oui, Luke a ri. Je sais, ton père l'a revendiqué. J'ai dû avoir l'air surpris car Luke a souri. Oui, Percy, je suis au courant de tout ça, et aussi de ton projet de retrouver la toison. Quelles sont ses coordonnées? Déjà, 30, 31, 75, 12, tu vois, j'ai encore des amis à la colonie qui me tiennent informé. Des espions, tu veux dire? Il a haussé les épaules. Combien d'insultes peux-tu encore accepter de ton père, Percy? Tu crois qu'il t'est reconnaissant? Tu crois que Poséidon tient plus à toi qu'il ne tient à ce monstre? Tyson a serré les poings, en poussant une sorte de râle de gorge. Luke s'est contenté de ricaner. Tu ne te rends pas compte à quel point les dieux se servent de toi, Percy. Sais-tu seulement ce qui t'attend si tu atteins tes 16 ans? Chiron s'est-il jamais donné la peine de te raconter la prophétie? J'aurais voulu prendre Luke entre quatre yeux, il le rembarrait, mais comme d'habitude, il savait exactement quoi dire pour me déstabiliser. Mais 16 ans, je savais bien qu'il y avait de cela de longues années, l'oracle avait fait une prophétie. À Chiron, je savais aussi qu'une partie de cette prophétie me concernait. Il n'empêche, si j'atteignais mes 16 ans, ce si ne me disait rien que vaille. Qui vaille. Je sais tout ce que j'ai besoin de savoir, si je parvenais à dire. Par exemple, qui sont mes ennemis? Alors tu es un imbécile. Tyson a réduit la chaise la plus proche en miettes. Percy n'est pas un imbécile. Avant que j'aie pu l'arrêter, il a attaqué Luke. Ses poings ont plongé vers sa tête un coup double qui aurait percé un trou dans du titane. Mais les jumeaux ours l'ont intercepté en attrapant chacun. Tyson bat un bras, ils l'ont repoussé en arrière, et Tyson a vacillé avant de tomber lourdement sur la moquette, faisant trembler le pont entier. Dommage. Cyclope, on dirait que mes amis Grizzly, à eux deux, sont trop forts pour toi. Je devrais peut-être les laisser. Luke, me suis-je écrié, écoute-moi, c'est ton père qui nous envoie. Le visage de Luke a viré au rouge betterave. Je t'interdis de parler de lui. Il nous a dit de monter à bord de ce bateau. Je pensais que c'était juste pour faire un trajet, mais il voulait que nous te trouvions. Il m'a dit qu'il ne renoncerait pas à toi, même si tu étais très en colère contre lui. En colère, a rugi Luke, renoncer à moi. Mais il m'a abandonné, Percy. Je veux la destruction de l'Olympe. Je veux voir les trônes réduits en miettes. Tu diras à Hermès que ça va arriver, Percy. Chaque fois qu'un sang mêlé se joint à nous, les Olympiens s'affaiblissent et nous devenons plus forts. Lui devient plus fort, a conclu Luke en désignant d'un geste le sarcophage doré. Le cercueil me donnait la chair de poule, mais j'étais décidé à ne pas le montrer. Et alors, ai-je rétorqué, qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Soudain, j'ai compris ce que devait abriter le sarcophage. La température de la pièce m'a semblé chuter de 10 degrés. La vache, tu ne veux pas dire que... Il se reforme, a continué Luke. Petit à petit, nous faisons remonter sa force vitale de la fosse. Avec chaque nouvelle recrue qui se joint à notre cause, un nouveau petit bout apparaît. C'est dégoûtant, s'est écrié Annabeth. Luke la regardait d'un air moqueur. Ta mère est sortie du crâne fracassé de Zeus. Annabeth, tu es mal placée pour jouer les chouchottes. Bientôt, le seigneur des titans aura rassemblé assez de matière pour nous permettre de le reconstituer. Nous lui confectionnerons un nouveau corps. Ce sera un ouvrage digne des forges d'Héphaïstos. Tu es fou, a dit Annabeth. Rejoignez-nous et vous serez récompensés. Nous avons des amis puissants, des parrains assez riches pour acheter ce bateau de croisière, entre autres. Percy, ta mère n'aura plus jamais besoin de travailler, tu pourras lui acheter une maison superbe. À vous la gloire, le pouvoir, tout ce que vous voudrez. Annabeth, tu pourras réaliser ton rêve d'être architecte. Tu pourras construire un monument appelé à durer 1000 ans, un temple au seigneur du nouvel âge. Va au Tartare, a lancé Annabeth.
Luke a soupiré. Quel dommage. Il a saisi un objet qui ressemblait à une télécommande et a appuyé sur un bouton rouge. En quelques secondes, la porte de la cabine de réception s'est ouverte, livrant passage à deux hommes d'équipage en uniforme, armés de matraques. Ils avaient le même regard glauque que les autres mortels, mais mon intuition me disait que ça ne les rendrait pas moins dangereux. Ah, le service de sécurité, très bien, dit Luke. Je crois que nous avons des passagers clandestins. Oui, mon commandant, ont-ils répliqué d'une voix absente. Luke s'est tourné vers Orius. Il est l'heure de nourrir le dragon d'Éthiopie. Emmène ces imbéciles en bas et montre-leur comment vous faites. Orius a souri bêtement. Hi. Promets-moi d'y aller aussi, a dit Agrios. Mon frère est un bon à rien, ce cyclope. Ne représente aucun danger, a coupé Luke, qui a jeté un rapide coup d'œil au sarcophage, comme si quelque chose le préoccupait. Reste ici, Agrios. Nous avons des questions importantes à voir ensemble. Mais, Orius, je compte sur toi. Reste dans la soute pour t'assurer que le dragon soit nourri correctement. Orius s'avait sortir de la cabine en nous piquant du bout de son javelot, suivi par les deux vigiles humains. Tout en longeant le couloir avec la pointe du javelot d'Orius dans le dos, je repensais à ce que Luke avait dit, que les jumeaux ours à eux deux étaient trop forts pour Tyson, mais peut-être que séparément. Nous avons débouché du couloir au milieu du paquebot, puis traversé un pont extérieur bordé de canaux de sauvetage. Je connaissais le bateau suffisamment bien pour savoir que c'était la dernière fois que nous voyions la lumière du soleil. Une fois que nous serions arrivés de l'autre côté, nous prendrions un ascenseur pour descendre à la soute et l'histoire s'arrêterait là. J'ai regardé Tyson et je lui ai dit « Maintenant ». Loué sous les dieux, il a compris. Faisant volte-face, il a asséné à Orius un coup de poing qu'il a expédié 10 mètres en arrière, au beau milieu de la piscine, où nageait la famille de zombies. Oh, ont crié les enfants en chœur. Nous ne rigolons pas du tout comme des fous dans la piscine. Un des vigiles a sorti sa matraque, mais Annabeth lui a coupé le souffle d'un coup de pied bien placé. L'autre vigile s'est précipité vers l'alarme la plus proche. « Arrête-le » a crié Annabeth. Trop tard. Juste avant que je lui écrase une chaise longue sur la tête, il a tiré sur le signal. Des lumières rouges se sont mises à clignoter, une sirène s'est déclenchée, un canot et j'ai hurlé. Nous nous sommes rués vers le canot de sauvetage le plus proche. Le temps que nous retirions la housse, le pont grouillé de monstres et de vigiles qui se frayaient un chemin en bousculant les touristes et les serveurs chargés de cocktails exotiques. Un type en armure grecque a sorti son épée et s'est élancé vers nous, mais il a glissé sur une flaque de pina colada. Des archers lestrigons s'assemblaient en formation sur le pont supérieur, armant de flèches, leur arc énorme. Comment on met ce truc à l'eau a crié Annabeth. Un chien des enfers a bondi vers moi, mais Tyson l'a envoyé valser d'un coup d'extincteur. Monté dedans, j'ai dégainé turbulence et fauché net la première volée de flèches qui s'abattait sur nous. D'une seconde à l'autre, nous serions terrassés par leur nombre. Le canot était suspendu au flanc du navire par des cordes très au-dessus de l'eau. Annabeth et Tyson n'arrivaient pas à actionner la poulie qui permettait de la baisser. Je les ai rejoints d'un bond. Accrochez-vous, ai-je crié avant de trancher les cordes de suspension. Une volée de flèches a sifflé à nos oreilles tandis que nous tombions en chute libre vers les vagues. Et voilà, c'est la fin du chapitre 9. On est à 49% du livre, donc presque à la moitié. Ça va plutôt vite. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine et salut.